Donc, ici, bon, sur la première page, vous pouvez voir une numérisation du journal Amourama qui est sans doute publié entre 1966 et 69. Je l'ai mis en couverture de mon PowerPoint parce que ça donne le ton. Vous pouvez peut-être lire, je ne sais pas, l'avis qui dit que la présentation de la première page a été conçue et réalisée par des spécialistes dans le but de protéger les mineurs contre toute agression pornographique. Donc, je ne parlerai pas des journaux de sexe aujourd'hui, mais qui ont été plutôt publiés vers la fin des années 60. Mais donc, je trouvais quand même que ça donnait le ton pour aujourd'hui. J'aimerais aussi mentionner que certaines images et couvertures de journaux que je vais présenter aujourd'hui sont sexistes et racistes et font référence à de la violence faite aux femmes. Donc, ça sera surtout dans la deuxième partie de ma présentation quand je vais vraiment montrer plutôt des images de journaux jaunes. Ici, je vous montre la présentation, ici, le plan de la conférence. Donc, je vais parler un petit peu, là, bon, Mathilde le fait un petit peu, là, mais je vais présenter un peu mon projet de postdoctorat et ensuite, je vais vous parler un peu, là, donc, qu'est-ce que c'est qu'un journal jaune? Donc, c'est peut-être pas une expression qui vous est familière. Je vais évoquer quelques règlements là, sur les périodiques et, bon, je vais faire brièvement un aperçu là, du contexte culturel des années 50. Vous pouvez bien imaginer qu'en 30-40 minutes, ce ne sera pas possible d'en traiter de façon extensive. Et je vais vous donner l'exemple du journal de bande dessinée grivoise Riraton, publié à la fin des années 50. Donc, dans la culture du pauvre, une étude de la culture des classes populaires anglaises de l'après-guerre, Richard Hoggart note toute l'importance pour une frange du prolétariat du kiosque à journaux, où on retrouve des périodiques vraiment en tout genre, des romans, et dont les thèmes fondamentaux, dit-il, se regroupent facilement sous trois rubriques: le crime, la science-fiction et la sexualité. Peu cher, imprimés sur du papier de mauvaise qualité. Ces revues, journaux et magazines et romans même constituent en quelque sorte l'horizon familier de lecture. Achetés en même temps que le quotidien du matin ou du soir au kiosque à journaux du coin de la rue, le journal d'activité criminelle ou de Potin Salas induit déjà par son mode d'achat une relation au texte qui est assez différente de la littérature légitimée, hein, soit celui d'une consommation et d'une péremption rapide. Au Québec, mais aussi hein, au Canada anglais, au Mexique, en France, aux États-Unis, en Angleterre, les kiosques à journaux ont vendu durant les années 40 à 70. Donc, au Québec, donc en plus des quotidiens d'information, en plus des fictions en fascicules comme X13, par exemple, l'As des espions canadiens que vous connaissez peut-être, en plus des brochures édifiantes de l'œuvre des tracts, toute une presse jaune d'origine donc américaine, canadienne, française, mais aussi française, qui exploitait les thèmes fondamentaux dont parle Hoggart dans La culture du pauvre. Ces publications obscènes, hein, au lectorat assez difficile à évaluer, on s'en doute que les journaux ont été achetés, mais qu'ils avaient sans doute plus d'un lecteur ou d'une lectrice. Donc, ces publications ont suscité, en raison de leur caractère prétendument immoral, des campagnes politiques et religieuses qui visaient leur interdiction et dont parle notamment Viviane Amastré dans son livre Imprimé interdit. En effet, les autorités publiques ont utilisé dans ces années, en particulier dans la décennie 50, différents moyens pour essayer de restreindre la production, la diffusion et la circulation des périodiques qui sont souvent, là, les journaux jaunes sont essentiellement des hebdomadaires ou des bimensuels. Donc, je vous donne quelques exemples de titres, là, Allopolis, Riraton, Jour et nuit, Fou rire, Frivolo, Nouvelles bizarres, Montréal confidentiel, Flirt, L'Escapade. Ils sont tout à fait nombreux et difficiles, en fait, c'est difficile d'en saisir, en fait, tout le corpus, puisque souvent, ils étaient assez éphémères aussi. Donc, c'est un écosystème assez volatile, assez partiel, hein, parce que comme c'est des journaux qui étaient assez liés à l'actualité, qui étaient perçus par certains comme étant immoraux ou en tout cas obscènes, ces publications étaient, on s'en doute bien, pas automatiquement destinées à être conservées par les institutions publiques ou privées même. Le dépôt légal a été mis en place en 1953 au Canada et en 68 au Québec. Donc, on imagine aussi là, donc, que c'est pas des publications qui respectaient l'obligation du dépôt légal dans les années 50.
Comme le note en 92 Lynn Chamberlain et Russ Higgins, il n'existe pas de collection complète publique de journaux jaunes, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Là, on peut penser peut-être que certains collectionneurs en possèdent. Je pourrais parler de certains journaux de sexe que j'ai achetés moi-même à Lancan après une bataille contre sans doute d'autres collectionneurs qui voulaient aussi obtenir certains journaux vintage de ce type-là. Donc, si on retrouve des journaux jaunes, selon la définition que j'en retiens, j'en parlerai un peu après. Donc, on en retrouve dès les années 40, mais Will Straw estime que c'est plutôt les années 50 qui est l'âge d'or des journaux jaunes. Il estime que vers la fin des années 60, les journaux jaunes vont essentiellement disparaître et se spécialiser surtout en deux catégories, soit les journaux de sexe et les journaux plus spécifiquement axés sur vraiment les potins de célébrités. Donc, le sexe, c'est l'objet de toute une partie, mais pas de tous les journaux jaunes. Les journaux jaunes vont aussi évoquer les milieux des cabarets, la vie nocturne, et vont faire de l'homosexualité un objet de discours. Là. Donc, toute cette presse jaune-là a été aussi une source d'information pour les personnes des communautés LGBTQ de l'époque. Et Lynn Chamberlain, Russ Higgins et Viviane Namasté ont étudié notamment cette fonction-là qu'ont joué les journaux jaunes pour les communautés. Selon les chiffres, pour vous donner une idée, selon les chiffres du journal Vrai, qui publie en 1957 une estimation des tirages des journaux jaunes. Et bon, le journal Vrai, c'est un journal qui est anti-journaux jaunes, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être un gros... On exagère peut-être un peu le tirage de ces journaux-là. Selon le journal Vrai, donc Allo Police, dont vous voyez ici la couverture du premier numéro, avait un tirage, selon eux, de 145 000 exemplaires par mois. Donc, ça vous donne une idée. Donc, je sais que Gérard Fabre, face à l'imprimé obscène, qui estime qu'Allopolis tirait à 118 000 par mois. Donc, on imagine que c'est quand même un tirage qui est beaucoup plus impressionnant que celui de la revue Cité Libre. Donc, on comprend un peu pourquoi aussi les associations religieuses, les élus politiques ont voulu essayer de réglementer ces publications-là qui étaient vraiment très lues et qui circulaient vraiment beaucoup. Donc ici, je vous ai mis les 3 objectifs de mon projet. Vous allez pouvoir comprendre aussi dans quel contexte s'inscrit la conférence. Donc moi, ce que j'aimerais faire, entre autres, c'est vraiment reconstituer l'écosystème des périodiques jaunes de l'après-guerre, ses formes, ses échanges, ses pratiques, incluant la circulation de périodiques français au Canada comme Confidence. Donc, sur la couverture de Confidence, qui est notamment publiée par Paul Winkler, qui est aussi celui qui va distribuer le journal de Mickey. Là. Donc, sur la couverture de Confidence, il y a aussi le prix en dollars canadiens. Donc, ça évoque à tout le moins une circulation au Canada. Ici, c'est une lentête de Frivolo. Donc, vous voyez ici, donc ça se vend 15 sous au Canada et 20 sous aux États-Unis. Donc, j'aimerais essayer de reconstituer autant que faire se peut cet écosystème-là. Donc, ses formes, ses échanges, ses pratiques. Aussi, essayer d'identifier un peu c'est quoi les effets concrets des interdictions et de la censure sur les périodiques. Donc, notamment, je suis en train de m'intéresser au discours sur l'obscénité criminelle dans les journaux jaunes. Donc, non pas du côté là, des autorités publiques, politiques, mais bien comment est-ce que dans les journaux même, on se défend d'être obscène, on se défend on défend sa propre pertinence. Et bon, aussi essayer de comprendre comment les usages non légitimes de la matrice littéraire et notamment de la fiction influencent le régime textuel de la littérature. Donc ça va être éventuellement peut-être plus tard dans l'année qu'ici. Donc, les questions spécifiques aujourd'hui, donc au-delà des luttes pour la moralité et contre l'obscénité, à quoi le lectorat de l'époque était-il exposé au plan matériel, iconographique, discursif, lorsqu'il allait au kiosque à journaux? Est-ce que la littérature obscène de l'époque se résume à la presse jaune ou bien est-ce que la presse jaune, c'est juste une partie de la littérature obscène? Qu'est-ce que ça recouvre, cette étiquette-là? Est-ce que l'imaginaire du support dépasse la réalité de l'objet? Donc, est-ce que tout ce qu'on construit autour de cette étiquette-là, finalement, est en décalage ou avec l'objet lui-même là, quand on le consulte?
Donc, l'hypothèse que je suis en train que j'ai, c'est que, au fond, alors que les autorités religieuses cherchent à limiter et voire à interdire les journaux jaunes au nom de la protection des mœurs et de la jeunesse, hein, c'est ce qu'on va voir aussi, on va essayer de légiférer sur les journaux jaunes parce que on veut protéger les jeunes lecteurs et lectrices de ces écrits sexuels, pas toujours sexuels, mais bon, cette exposition de crimes qu'on considère comme étant indécente. Les journaux vont se défendre non sur le terrain de la valeur culturelle, hein, mais sur celui de la liberté de la presse. Donc, on peut penser que les journaux jaunes vont se situer dans un conflit entre le politique, le judiciaire et l'espace médiatique. Donc, pourquoi, qu'est-ce que journal jaune, qu'est-ce qu'on entend par cette expression? On ne verrait pas, donc c'est plus très commun aujourd'hui, je pense, de parler de journal jaune, du moins au Québec. On verrait personne qualifier le Journal de Montréal de journal jaune aujourd'hui, alors que ça serait dans une certaine mesure sans doute exact. Cela dit, dans les journaux numérisés de BANQ, dans les années 70 et 80, on parle des journaux jaunes de Pelado, donc ça sera l'objet d'un autre article. Donc, dans les journaux de BANQ, donc en faisant des recherches, ce que ça montre, c'est que l'expression journal jaune est en usage au moins depuis 1898. Elle est liée à la pratique d'un certain journalisme jaune par les journaux du Manuel de la presse William Hearst aux États-Unis, dont les journaux attisent l'animosité entre l'Espagne et les États-Unis en raison de Cuba. Et les journaux de Hearst publiaient, il paraît, ce qu'on appelle les fake news. Donc, je crois que Harold Bérubé, dans un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire paru hier, que je n'ai pas eu le temps d'écouter, je crois qu'il en parle. Donc, je ne sais pas s'il est dans la salle, donc voilà. Donc, ça aurait comme une origine, disons, américaine, mais on va aussi l'utiliser assez tôt là, au Canada français pour parler de certains journaux. Donc, ici, je vous ai mis une citation de Homer Héroux dans Le Devoir qui dit que la presse est un journal jaune. L'introductrice est le prototype chez nous du jaunisme. Et la caractéristique du jaunisme, c'est de travailler dans la chair vive, c'est de heurter à chaque moment des fibres saignantes. Donc, ici, on peut voir déjà que le jaunisme, le journal jaune, s'intéresse au crime, travaille dans la chair vive. Donc, ici, on a déjà une caractéristique donc, de contenu. Donc, le jaune, c'est un peu la hiérarchie, la couleur de la hiérarchie, hein, celle qui s'établit entre les journaux de bonne et de mauvaise qualité. C'est ce que souligne Homer Héroux dans son expression, sa citation. Le journal jaune, l'expression ne semble pas avoir d'équivalent en France. En tout cas, dans un article là, sur les amours jaunes de Tristan Corbière, Pierre Popovic cite Michel Butor qui, lui, dit qu'à l'époque, à la fin du 19e siècle, il y avait des journaux, des romans parisiens qui avaient une couverture jaune et ça signifiait qu'ils étaient indécents. Donc, ça serait à vérifier. Je ne sais pas si l'expression a pu s'appliquer à des journaux, mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aussi cette référence à l'indécence ou en tout cas à quelque chose qui est de mauvais goût. En général, on explique l'expression journal jaune par le papier de mauvaise qualité. Donc, on a une caractéristique qui est plutôt matérielle. Donc, on a une référence à un contenu, donc le crime, l'indécence, le mauvais goût. On a ici le journal jaune, ça évoque aussi une provenance, ou en tout cas un modèle américain, et aussi une dimension matérielle. Donc, ce papier qui jaunit très vite puisqu'il est de mauvaise qualité. Dans un article intitulé Obscénité criminelle et jaunisme pur, le Allopolis va de sa propre définition des journaux jaunes. Selon eux, le jaunisme est attribuable à un journal new-yorkais dont la couverture affichait une bande illustrée, donc un comics, dont le personnage portait une robe jaune. Et le Allopolis dit qu'il n'en fallait pas plus pour qu'on qualifie de jaunisme l'étalage des faits divers avec préséance sur les nouvelles internationales ou tout autre qualifié de sérieuse. Donc là, le Allopolis amène aussi une autre dimension, celle donc des nouvelles locales. Et là, on commence déjà à avoir un portrait assez intéressant de ce que c'est le jaunisme. Et à une époque où Jean Drapeau et les membres de l'Église catholique multiplient les sorties médiatiques pour vilipender les journaux jaunes et appeler à leur interdiction, le Allopolis, qui se sent personnellement concerné, puisque c'est un journal jaune, dans le même article, refuse d'associer en fait le jaunisme à l'obscénité criminelle, puisqu'ils disent que finalement, le jaunisme n'est pas un crime, sans quoi
tous nos grands quotidiens et hebdomadaires seraient en marge de la loi. Donc, on a vraiment ici, on voit que l'étiquette recouvre vraiment un débat autour des usages et des pratiques légitimes et non légitimes de la presse. Donc, je l'ai évoqué un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'un journal jaune? Là, moi, je retiens pour l'instant la définition de Lynn Chamberlain et Russ Higgins, soit l'idée que le terme journal jaune désigne the least respectable type of publication, one which resorts the most outrageous kind of sensationalism to sell papers and or to transmit the image of society favored by its publisher. Donc, il y a plusieurs définitions. Pour l'instant, c'est celle que je retiens. Bon, qu'est-ce qu'on y retrouve? J'en ai parlé déjà un peu, là, mais on retrouve des potins, des faits divers, des histoires de crimes, des illustrations. Il y a beaucoup d'illustrations, des photos de femmes, souvent en petite tenue. Mais il y a aussi beaucoup toute une dimension de divertissement. Il y a des mots croisés, des concours, des publicités, il y a aussi de l'horoscope. Et les formats sont assez variables, donc on n'a pas toujours un même format. C'est environ 16 à 24 pages, je dirais 21 à 27 cm. Et le lectorat est assez varié. Hein? Jeunes et moins jeunes vont le lire. C'est vraiment pas cher aussi, en 10, 15 sous, 20 sous parfois. Et évidemment, les articles sont non signés pour la plupart. Là, quoique dans le Allopolis, il y a des rubriques, des chroniques sur lesquelles je pourrais parler peut-être plus en période de questions. Il y a aussi d'autres publications, là, je voulais juste le mentionner rapidement. Là, il y a aussi d'autres publications, d'autres productions culturelles qui sont considérées comme obscènes à l'époque. C'est ce que j'ai trouvé dans un fonds que j'ai commencé à dépouiller, c'est celui de moralité publique. Donc ici, on a deux images tirées d'un calendrier publié par Esquire en 55 pour l'année 56. Et en bas, une série de cartes portant l'inscription « Faites tourner lumière de ce côté ». Donc, j'imagine que l'ombre projetée pouvait donner à rêver. Donc, je voulais vous parler aussi de, quand je dis, les autorités publiques ont vilipendé les journaux jaunes, à quoi ça ressemble? Je ne veux pas passer trop de temps sur le discours des autorités politiques et religieuses sur les journaux jaunes. Viviane Lamassé le fait déjà dans son livre. Mais je voulais aussi vous montrer un peu, là, quand je dis qu'il y a comme un débat autour des usages légitimes de la presse, qu'est-ce que le maire de Jean Drapeau dit de ces journaux-là? Donc, c'est en 1955, il dit je veux faire savoir aux journaux pornographiques, journaux de sexe, d'information et de déformation sexuelle que leurs jours sont comptés. Ne soyez pas surpris si les éditeurs de ces feuilles goûtent à la prison. Donc, on voit déjà que Jean Drapeau, il va quand même d'une menace publique, hein, et surtout publiée dans la presse envers les éditeurs de journaux. Donc, c'est une menace pas très voilée. Et il poursuit un petit peu plus loin. Il dit qu'il y a une telle chose que la pornographie écrite et en images. Hein, il n'y a pas de place ni pour l'une ni pour l'autre. On ne laissera pas des enfants jouer avec des armes chargées. Ce serait de la complicité. Les journalistes sans conscience ne doivent pas être laissés en possession d'armes aussi puissantes que des journaux. Les détruire, cela n'est pas faire atteinte à la liberté de la presse, car si on laisse se répandre la pire éducation qui soit, on se fait complice de peau de Satan. Donc, on voit ici que la conception du journal là, comme arme chargée, littéralement comme arme puissante, montre que toute l'importance accordée au journal, qui est un support très léger, qui circule beaucoup, qui a de multiples lecteurs, et donc par le fait même dangereux. On voit ici là, que, aussi au passage, le Drapeau, il infantilise aussi les journalistes qui seraient un peu des suppôts de Satan. Et il dit, c'est pas faire atteinte à la liberté de la presse. On voit que Drapeau essaie donc il se défend bien de faire atteinte à la liberté de la presse et déplace plutôt le débat sur le terrain de la protection de la jeunesse, la protection des mœurs. C'est ça, et les journalistes, on voit qu'ils ne devaient pas bien apprécier Jean Drapeau. À la fin aussi, Jean Drapeau invite les gens à coopérer à cette œuvre d'assainissement. Les Ligues du Sacré-Cœur, qui est une organisation religieuse de l'époque, vont aussi, de la même façon que Jean Drapeau, publier dans les journaux des listes de journaux jaunes, de journaux en fait à ne pas lire pour le salut
de l'âme du lecteur. Donc, on va inviter même ceux, les chrétiens qui tiennent des kiosques à journaux, à ne pas vendre ces journaux-là sous prétexte qu'il faut c'est ça, sauver le salut de son âme. Donc, ici, bon, on a vu, bon, qu'est-ce que c'est que l'objet? Un peu le discours de Jean Drapeau à l'époque sur les journaux jaunes qui circulent dans la ville de Montréal notamment. Mais donc, qu'en est-il vraiment de la légifération, des cadres légaux sur les publications? Donc, en 1949, je crois que Pierre Hébert était venu vous en parler il y a l'année dernière, ou en tout cas il y a quelques années. Donc, en 49, ça devient criminel donc de produire, imprimer, publier, distribuer, faire circuler des crime comics, donc des histoires illustrées de crimes. La même année, en France, on va avoir, donc, c'est aussi, il faut se rappeler que le débat autour des imprimés et de la protection de la jeunesse, ça se passe au Québec, mais ça se passe aussi ailleurs. Donc, il ne faut pas penser que c'est le Québec de la grande noirceur là, qui est tout seul dans son coin. Là. Donc, en France, il y a la loi du 16 juillet donc, qui va amener la création là, de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, mais aussi l'article 14 va permettre aussi un contrôle des publications de toute nature. Donc, c'est en 1949. Donc, ces journaux-là, les journaux illustrés de crimes, les crime comics, c'est un peu moins mon objet. Mais je crois qu'il y en a peu qui sont publiés en français ou pas du tout. Mais c'est sûr que si j'en croise sur mon chemin des archives, c'est sûr que je vais les considérer. Donc, au Québec, en 1950, une nouvelle loi donc, concernant les publications et la morale publique qui va donner plus de pouvoir au Bureau de la censure du cinéma du Québec. Donc, le Bureau de la censure du Québec va produire des listes de publications interdites et va donc examiner des publications qui vont être soumises par le procureur général. Donc, la loi interdit la publication de toute illustration qui évoque des scènes réelles ou fictives de crimes, de la vie habituelle des criminels ou des situations ou des attitudes morbides ou obscènes tendant à corrompre la jeunesse et à dépraver les mœurs. Donc, c'est une loi qui a été déclarée anticonstitutionnelle en 67 et c'est une loi qui va être peu effective puisque comme le note Viviane Namasté, en fait, c'est plutôt le code criminel et les règlements municipaux qui vont être utilisés pour réglementer et surveiller les journaux jaunes. En effet, là, la loi provinciale, en fait, nécessite que les journaux soient saisis, soumis à examen, et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est aussi pas le mandat principal du Bureau de la censure du Québec. Donc, en 1959, il y a tout un débat autour de l'obscénité criminelle. On va chercher à préciser qu'est-ce qu'on entend par obscénité criminelle. Ça va donner lieu à beaucoup de débats dans les journaux. Et donc, finalement, ce qui sera adopté en 1959, c'est que sera jugé obscène toute publication qui exploite indûment le sexe ou le sexe avec un ou plusieurs de ses sujets suivants, donc le crime, l'horreur, la cruauté et la violence. Il y a d'autres aussi règlements dont je parlerai moins là, parce que le temps file. Donc, la loi sur les douanes, qui va être utilisée notamment dans les années 90 là, qui est utilisée à l'époque aussi pour empêcher qu'il arrive au Canada des publications immorales, séditieuses. Ça va être utilisé dans les années 90. Donc, vous connaissez peut-être le cas de Little Sisters, la librairie LGBTQ de Vancouver qui va... Donc, il va y avoir de nombreux procès là, parce qu'ils vont accuser là, les douanes de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Les douanes vont saisir beaucoup de matériel de livres, de publications, de calendriers. Donc c'est un cas intéressant dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, il y a la loi sur les postes aussi qui sera à creuser. Il y a des règlements municipaux donc, qui permettent à l'espoir de la protection de la jeunesse du service de police de Montréal, notamment donc les règlements municipaux de Montréal. Donc, ça va leur permettre de légiférer sur ce qui est vu, sur ce qui est dans l'espace public. Les policiers vont visiter régulièrement des kiosques à journaux et aussi les autres points de vente pour essayer de voir, donc avec les listes du Bureau de la censure, avec les listes de publications interdites en main, ils vont essayer ils vont faire des visites régulières aux kiosques et à journaux. Donc, on comprend quand même à quel point c'est un lieu quand même central, l'économie des journaux jaunes que sont les kiosques et à journaux.
Donc, j'ai parlé aussi de la Fédération des Ligues du Sacré-Cœur, qui est une organisation religieuse qui va essayer de convaincre aussi les citoyens de faire des visites là, au kiosque pour essayer de parler avec les tenanciers pour essayer de leur dire ah, bon, mais vous ne devriez pas vendre ce type de journaux. Toute cette réglementation-là s'inscrit aussi, en tout cas dans le cas de Montréal, dans un contexte plus large qui est celui, là, c'est ça, j'en parlais rapidement, là, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, là, mais je vais arriver à Riraton sous peu. Donc, ça s'inscrit dans une lutte contre le vice commercialisé. Ça s'inscrit aussi dans un contexte où on a une conception de l'adolescence qui change selon Anne Lionnet. Donc là, dans les années 40-50, l'adolescence devient une période formatrice, donc vraiment importante pour la suite de la vie des jeunes. Donc, on va essayer vraiment... donc, ça participe aussi à ce désir de réglementer ce qui tombe dans les mains des jeunes, hein, pour catégorie par ailleurs assez floue. Qu'est-ce qui recouvre, il ne recouvre pas la catégorie de jeunes et d'adolescents. Donc, ça serait évidemment à creuser. Je vais passer un petit peu rapidement. Là. Donc, bon, les kiosques à journaux, il va aussi avoir des règlements vers la fin des années 50 où la Ville de Montréal, notamment Pierre Desmarais, le conseiller de la Ville, va faire... il ne se cachera pas du fait qu'il veut que les kiosques à journaux disparaissent de la Ville et il y a différentes situations qui vont arriver. On va mettre de l'avant des raisons urbanistiques pour essayer là, de déplacer ou de supprimer des kiosques à journaux. On va, par exemple, dire qu'il faut élargir la chaussée, que ça crée du trafic là, quand les gens arrivent avec leur voiture, s'arrêtent sur le coin de la rue, au centre-ville. On va essayer donc de dire, bon, il faudrait que les kiosques soient déplacés, tout ça. Donc là, il y aurait vraiment quelque chose à documenter de ce côté-là. Où se trouvent les kiosques à journaux, où se trouvent aussi les adresses des éditeurs de presse jaune. Donc, ça serait intéressant de dresser vraiment une cartographie de cette économie-là qui semble se dérouler vraiment dans les quartiers des journaux au centre-ville. La prospérité relative de l'après-guerre amène donc aussi tout un temps de loisir donc la diminution du travail amène un temps de loisir qui est plus grand et dans les années 50, on va voir toute une série d'initiatives là, pour permettre aux citoyens et citoyennes de faire du sport, de se détendre en ville. Donc, d'un côté, on a donc toute cette réflexion-là autour de la manière dont les gens occupent leur temps de loisir, donc, et tout le débat autour des bibliothèques publiques, autour de la littérature saine, hein, parce que les organisations religieuses, politiques vont essayer de mettre de l'avant une littérature saine qui s'oppose à la littérature dite malsaine. Donc, tout cet espace-là de loisirs, de temps hors travail va donc être un objet de réflexion, mais va aussi être l'objet des journaux jaunes. Hein? Donc, tous les cabarets qui sont ouverts à l'époque à Montréal, mais aussi toutes les... donc, les loisirs vont se traduire à la fois dans l'objet des publications des journaux jaunes, mais aussi dans les catégories même des revues publiées à l'époque. Donc là, je vais passer un peu rapidement, mais je souhaitais quand même vous parler de lutte et boxe et santé et force, qui sont catégorisés à déconseiller par la Ligue du Sacré-Cœur et qui font ouvertement une publicité pour différents événements sportifs, ainsi que pour les programmes et outils d'entraînement à la maison des frères Wider, donc Joe et Ben Wider. Et donc, les programmes des frères Wider, Arnold Schwarzenegger va suivre notamment les programmes de Ben Wider et Joe Wider, le frère de Ben, lui-même culturiste très connu, va être le mentor de Arnold Schwarzenegger. Donc, Joe et Ben Wider, c'est des anglo-montréalais qui vont mettre de l'avant toute une économie sportive ici. Je mets une petite photo de santé et force. Et ce qui est intéressant avec les revues de culturistes, et là, je vais juste en dire quelques mots, mais donc, c'est moins les revues qui semblent être visées que les photographes d'hommes, comme vous voyez, bien huilés en maillot. Et là, je me suis dit que ça pouvait intéresser le labo, puisque les photographes Jimmy Caruso et John Ryan, qui sont des photographes de culturistes, vont être accusés en 1959 d'obscénité. Et
Fait intéressant, les frères Wilder vont aider à la défense de Jimmy Caruso et les avocats vont plaider l'alibi esthétique. Donc, ils vont dire qu'ils vont comparer le travail de Jimmy Caruso, les hommes nus, à Michel-Ange, au grand maître italien. Et donc, de cette façon-là, avec cette défense-là, il paraît que Jimmy Caruso va être acquitté. Donc, à quoi ça ressemble les revues, les journaux jaunes? Ici, donc, je vais parler donc de Riraton. Pourquoi? Ben, Riraton, c'est un journal de bande dessinée grivoise. C'est mentionné comme un des seuls magazines illustrés condamnés par le Bureau de la censure du Québec. Ça ne plaît pas du tout non plus à la Ligue du Sacré-Cœur. Et aussi, ça me semblait intéressant puisque c'est des bandes dessinées, mais c'est très, très loin des crime comics. On n'est pas du tout dans le crime. C'est des bandes dessinées qui sont à connotation sexuelle. C'est des illustrations qui sont accompagnées d'une légende, mais il y a aussi des historiettes. On est vraiment dans des historiettes fictives là, qui visent évidemment l'éclat de rire. Donc, il y a vraiment un mélange de texte-images. C'est un peu comme les safaris avant l'heure, si la référence peut évoquer quelque chose. Aussi, Riraton a été accusé et reconnu coupable d'avoir imprimé et mis en circulation des écrits et des dessins obscènes. Donc, en 1957, à la suite d'une plainte reçue au Bureau d'aide à la jeunesse, les policiers vont aller visiter les kiosques à journaux et saisir le numéro d'octobre 1957 de Riraton. Et le lieutenant détective Lucien Quintal va dire que donc là, les paroles sont rapportées dans la presse. Il s'est dit d'opinion que les dessins et rubriques paraissant dans le numéro de Riraton étaient un peu osés et pouvaient inciter la jeunesse à se laisser aller. Donc, attention à Riraton. Donc, il va être donc le juge Georges Robert de la Cour municipale a déclaré donc dans son jugement parce qu'il va reconnaître que Riraton et en fait, le juge Georges Robert de la Cour municipale a déclaré qu'on retrouve dans Riraton des histoires à double sens et parfois trop crues, mais pas obscènes au sens où on l'entend généralement. Donc, ça, c'est des paroles rapportées dans la presse en 1958. Donc, Auger va être reconnu coupable d'avoir donc imprimé et fait mettre en circulation des images et des écrits indécents et il va être condamné à une amende donc, de 75 plus frais. Aussi, ça me semblait intéressant parce que je crois que vous avez peut-être déjà parlé de l'amende de Lady Chatterley, mais donc au même moment où on saisit dans les kiosques l'amende de Lady Chatterley, on saisit aussi Rirorama, qui, avouons-le, a passé un peu sous le radar. Lors de la saisie, le procureur de la Sûreté du Québec va expliquer que chaque page est remplie à profusion d'images représentant des femmes au buste proéminent. Et cette profusion de ces bustes donne évidemment la caractéristique prédominante de la revue. Et Riraton va être condamné en vertu de la nouvelle loi adoptée en 1959. Donc, selon le devoir, c'est la première fois au pays qu'un tribunal va prononcer un tel édit. C'est le juge Théa Fontaine de la Cour des sessions de la paix qui va déclarer le numéro de Rirorama obscène au sens criminel. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc ici, on voit que c'est le numéro donc, du 1er décembre 57. Donc la saisie de Riraton, c'est le numéro d'octobre. Donc là, on est vraiment comme quelques mois après la saisie de Riraton. Donc, la Riraton a la devise suivante: mensonge des mots, les gens disent une chose, mais ils pensent l'autre. Ça exploite ainsi les mauvaises pensées du lectorat et des personnages illustrés et du lectorat qui n'a sans doute rien pour plaire à l'épiscopat. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ces deux moments se traduisent par un dessin en noir. Donc, les gens disent une chose et ils pensent l'autre, c'est en rouge. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, c'est peut-être petit là, dans les partages d'écran, on ne distingue peut-être pas nécessairement les petites légendes, mais donc je pourrais vous l'envoyer si vous avez envie de vous plonger plus dans les dessins de Riraton. Donc c'est un bimensuel donc Riraton présente pour l'essentiel les cartoons grivois qui mettent en scène des femmes, on le voit, au sein proéminent, à la taille minuscule. Ça met en scène des docteurs libidineux avec leurs patientes, des cocus, des hommes adultères avec leurs jeunes employés, des blagues de belle-mère agaçantes, de mariage, de divorce et aussi de personnes âgées. Les attitudes des hommes et dans une moindre mesure des femmes, parfois mariées, sont explicitement axées sur un rapport de désir et montrent des esprits en effet peu préoccupés par le dogme chrétien du mariage et de la famille.
Au contraire de certains journaux jaunes qui peuvent tenir un discours sensationnaliste, informatif et parfois amélioratif sur l'homosexualité, les journaux de blagues, eux, sont à première vue essentiellement axés sur une sexualité et un désir hétérosexuel. Donc, ici, il y a aussi tout un travail sur les pages centrales. C'est ça. Donc, on voit, c'est peut-être un petit peu flou. Chaque revue va aussi publiciser d'autres magazines et d'autres journaux qui peuvent être en partie identiques. Vous voyez ici, donc à l'image de gauche, c'est la même couverture. Là, je vais revenir un peu. Vous voyez ici, Riraton et le Fourrière, c'est la même couverture avec l'homme qui verse une boisson à la femme assise sur le lit. Donc, c'est comme difficile pour l'instant de savoir si c'est une logique de la reprise ou du plagiat. Est-ce que ça s'explique par des liens entre des éditeurs, des propriétaires, des distributeurs, des créateurs, entre les périodiques? Est-ce que c'est une même source d'approvisionnement des dessins ou c'est simplement juste une concurrence? Donc, c'est difficile d'expliquer pour l'instant comment ça s'explique. À BNQ, on retrouve aussi 5 numéros du Riraton nouveau. Donc, c'est une des stratégies que prennent les journaux jaunes de changer de mot ou en tout cas d'ajouter le mot nouveau pour amener des changements qui peuvent être soit cosmétiques. C'est difficile, on ne sait pas si le nouveau amène vraiment un changement effectif sur le plan du contenu. Cela dit, vous pouvez quand même voir que la devise a changé. Ici, c'est dangereux si vous souffrez d'hernie, pour ceux qui prennent leur rire au sérieux. Donc, le numéro est quand même un petit peu moins voyant. Et il y a aussi plus d'illustrations, plus de textes et moins d'illustrations, ce qui peut être aussi une façon d'échapper un peu à la censure en mettant plus de textes, puisque la loi provinciale, notamment, est axée sur les illustrations. Donc, c'est difficile aussi d'estimer la période de publication du Riraton nouveau puisqu'il n'y a pas de date, tous les numéros sont non datés. Est-ce que c'est des raisons financières ou bien c'est vraiment pour échapper à la police de la moralité que Riraton a changé? C'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est toute la chaîne de production qui a changé. Donc, c'est vraiment... donc, là, c'est publié par les éditions Satellites. C'est imprimé par l'imprimerie Bernard à Berthierville. Donc, il y a vraiment toute la chaîne de production aussi qui a changé entre le Riraton et le Riraton nouveau. Vous voyez aussi que le Joker, donc c'est un exemple ici de publicité qu'on retrouve aussi dans Fourrière, dans Riraton Nouveau, où on fait aussi la publicité pour le Joker. Et encore une fois, peut-être que ça explique des liens d'affaires ou via le distributeur, par exemple. Donc, on retrouve aussi des historiettes, et là, j'en ai mis une, je vais ensuite te conclure rapidement. Donc, j'ai mis, donc ça s'appelle Non malchanceux. Donc, ici, j'ai mis donc Olive Quintal. Je vais la lire rapidement pour vous allez voir un peu c'est quoi le titre d'historiette. Donc, Olive Quintal est allée chez le bijoutier pour se commander une bague avec ses initiales OQ. Le bijoutier la laissa partir sans plus d'explications, mais tout à coup, il se rendit compte qu'il avait oublié un détail important et se tournant vers son apprenti. Je ne sais pas à quelle lettre il faut donner le plus d'importance. Tâche de rejoindre Mademoiselle Quintal pour lui demander s'il faut mettre l'eau dans le cul ou le cul dans l'eau. L'apprenti fit une course rapide, rattrapa la jeune fille dans la rue et tout essoufflé. Mademoiselle, dit le patron demande si c'est un bain que vous désirez ou un lavement. Donc, c'est un peu le genre de blague qu'on retrouve là, ici, c'est dans Fourrère, mais aussi bon, dans Riraton. Donc, c'est vraiment des blagues, des petits récits qui visent l'éclat de rire, mais qu'aujourd'hui, on peut évidemment trouver un peu niaiseux, comme on dit. Donc, à première vue, tout ce vaste périodique, ce vaste corpus de périodiques se divise en plusieurs créneaux, les blagues, les cartoons, les potins du milieu artistique, les histoires d'amour ou d'érotisme. Donc, il y a vraiment toute une diversité là, de publications. Et ici, j'ai mis une image, par exemple, de l'œil en coulisses qui se spécialise dans le potin. Et donc, c'est assez intéressant puisqu'André Lecomte tient une chronique dans le Petit Journal, va aussi être le rédacteur en chef du Journal de Montréal. Donc,
Ce premier tour d'horizon de la presse populaire permet d'inscrire toute cette presse au croisement de plusieurs histoires, une histoire de la communication et des différentes conceptions du journal et de la presse, une histoire des imprimés, de leur production, circulation et diffusion, une histoire de la bande dessinée, une histoire de la judiciarisation des périodiques, une histoire des sexualités. Si les journaux jaunes ont été l'objet de censure, ils semblent avoir aussi donné lieu à une réflexion sur le journal et sur la liberté de la presse et à une prise en compte et à une contestation des hiérarchies en différentes pratiques du journal. Force est de constater que cette presse populaire, par sa diversité, a contribué à mettre en circulation des images et des discours qui offrent un portrait visiblement alternatif, mais significatif de l'écosystème médiatique du Québec de l'époque. Donc, je vais terminer là-dessus.